C'est l'heure de Zoom, l'émission qui s'écoute. Bill Gates, on a l'impression que c'est une figure qu'on connaît par cœur. Ah oui, Microsoft, le génie de l'informatique. L'homme le plus riche du monde, et puis cette deuxième vie, le philanthrope qui veut sauver le monde. C'est presque une image d'Épinal, c'est très lisse. Un peu trop lisse, peut-être. Exactement. Alors, pour aller plus loin, on a rassemblé des documents qui ne racontent pas du tout la même histoire. On a d'abord une interview très intime de lui, de février 2025, où il parle de son enfance. Et à l'opposé, un livre, assez explosif. Oui, Barbarians Led by Bill Gates, écrit par un des tout premiers développeurs, lui, il décrit un chaos total. On a aussi un communiqué très récent de la Fondation Gates, plein de promesses, et pour le contrepoint, un article beaucoup plus critique sur l'impact réel de sa philanthropie. Et c'est là que ça devient fascinant. On a le mythe et on a les coulisses. Notre but, en fait, c'est de naviguer entre ces différentes versions pour comprendre le personnage. Comment l'enfant qu'on décrit comme difficile est devenu ce compétiteur acharné. Et comment l'homme d'affaires qu'on a connu, parfois impitoyable, s'est réinventé en sauveur de l'humanité. Exactement. Et qu'est-ce que cette trajectoire nous dit sur notre époque, où finalement, les milliardaires de la tech façonnent le monde? Commençons par le début, justement, avec cette interview. Il se décrit comme un enfant, disons, compliqué. Colérique, il ne supportait pas l'autorité de ses parents. C'est ce qu'il dit, oui. Il va même jusqu'à une confidence que je trouve assez dingue. Il dit « Aujourd'hui, on m'aurait diagnostiqué une forme d'autisme, ou en tout cas, j'étais sur le spectre. » C'est fort de dire ça de soi-même. C'est très fort. Et dans ce portrait d'enfance, il y a une figure absolument clé. Sa grand-mère, Gammy, comme il l'appelait. Ah oui. C'est elle qui lui apprend à jouer aux cartes, mais avec une règle d'or. Ne jamais, au grand jamais, le laisser gagner. Et il a cette phrase incroyable dans l'interview. Bien avant qu'il y ait une grande entreprise, il y avait un paquet de cartes et un seul objectif, battre ma grand-mère. Tout est là. C'est fou, ça dit toute sa personnalité, non? Cette obsession de la gagne. Dès le plus jeune âge, qui se forge autour d'une simple table de jeu. Absolument. Et cette obsession, en fait, elle a deux facettes. Il y a la volonté de gagner, c'est clair, mais il y a aussi, et c'est peut-être encore plus puissant, la peur panique de l'échec. C'est vrai. Il raconte qu'il fait encore aujourd'hui un cauchemar récurrent. Ouais. Il est à Harvard, il erre dans les couloirs, il ne trouve pas sa salle d'examen, il est en retard, il va tout rater. Cette angoisse de l'échec, c'est le moteur. C'est son carburant. Et ce carburant, il va trouver son réacteur en 1968. Il a 13 ans, il est au collège Lifeside, et là, miracle pour l'époque, l'école achète un terminal informatique. Il parle de sa rencontre avec la machine comme d'un coup de foudre absolu. C'est plus qu'un coup de foudre, c'est une addiction. Il raconte qu'il fuguait à la nuit. C'est vrai? Il sortait de chez lui en douce pour s'introduire illégalement dans le collège et aller programmer. On parle de s'introduire par effraction quand même, hein. Ça en dit long sur le niveau d'obsession. C'est presque compulsif à ce stade. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. En 1968, avoir accès à un ordinateur à 13 ans, C'est comme avoir accès à un vaisseau spatial. c'est ça, c'est une chance inouïe. Exactement. Et c'est une combinaison de plusieurs coups de chance. Cet accès, sa rencontre au même moment avec Paul Allen, qui a 2 ans de plus, mais la même passion dévorante, les planètes étaient alignées, quoi. Bon, alors on a ce jeune homme, obsédé, ultra compétitif. On s'imagine la suite logique, la naissance de Microsoft, une entreprise méthodique, un rouleau compresseur. Eh bien, pas du tout. Et c'est là que le livre Barbarians Led by Bill Gates est incroyable. Il démolit ce mythe. L'auteur Marlene Heller utilise une métaphore qui résume tout. Laquelle? Il dit « De l'extérieur, les gens voyaient Microsoft comme un super pétrolier avançant calmement. De l'intérieur, c'était du rafting en eau vive et on passait notre temps à hurler « Oh mon Dieu, énorme rocher droit devant! Tout le monde à gauche! Non, l'autre gauche !» J'adore l'image. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de grand plan stratégique? Très peu. Le livre montre bien à quel point Microsoft était dans la réaction plutôt que dans l'action. L'exemple le plus frappant, c'est la naissance de Windows. Ah oui? Ce n'est absolument pas une vision de génie. C'est une réaction de panique. Totale. En 1983, au salon Comdex, Bill Gates voit la démo d'un logiciel concurrent, Vision. Une interface graphique, des fenêtres, une souris. Et là, il prend une claque monumentale. Il comprend qu'il est en train de se faire piéger. Dépassé, complètement. Du coup, il rentre, il réunit ses équipes et en substance, il leur dit « Lâchez tout, on copie ça et on fait mieux ».
Et c'est le début de ce que les développeurs ont appelé la Death March. La marche de la mort, exactement. Des années de développement chaotique, des délais impossibles, sans cesse repoussés. Et au milieu de ce chaos, une autre obsession qui le ronge. Apple. Ah, le fantôme d'Apple et du Macintosh est partout. Après la sortie du Mac en 84, le mantra des Gates à ses équipes, c'est « Soyez comme le Mac, soyez comme le Mac ». Ça devait créer des tensions. Terrible. Il débauche même une star d'Apple, Neil Konzen, un dieu du Macintosh, qui débarque et qui veut tout jeter pour repartir de zéro. L'équipe qui était sur le projet depuis des mois était au bord de la crise de nerfs. Le livre évoque aussi cette relation très particulière avec IBM. Over and grease up, Steve. En gros, penche-toi et mets de la vaseline, Steve, en parlant de Steve Ballmer qui gérait la relation. C'est incroyable cette culture. Se voir comme ça tout en bâtissant un empire. C'est le pragmatisme à l'extrême. Courber l'échine devant le plus fort, IBM, et en même temps être d'une brutalité sans nom avec les petits concurrents. Mais le plus fou, c'est que Windows a failli ne jamais exister. Comment ça? Le projet était un tel gouffre financier, tellement en retard, qu'en interne, il était considéré comme un échec. Il a été sauvé in extremis. Par qui? Par un effort clandestin, comme dit le livre, deux développeurs, Dave Wise et Murray Sargent, ont désobéi aux ordres, en quelque sorte. Ils ont continué en secret à bosser pour faire fonctionner Windows en mode protégé. C'est un détail technique, mais c'est ça qui a tout débloqué. Sans eux, le projet était mort. Donc le succès phénoménal de Windows 3.0 en 1980, les 2 millions de copies en 6 mois, ce n'est pas une stratégie de génie. Non. C'est ce que les Américains appellent un flouk, un coup de chance, le résultat d'improvisation, de panique et d'un projet de la dernière chance. Le mythe du grand stratège, c'est une belle histoire qu'on a écrite après. La réalité, c'était le chaos, quoi. D'accord. Alors, on a ce portrait de l'homme d'affaires, plus opportuniste que visionnaire, et puis un jour, il quitte tout, il se lance dans sa deuxième vie, celle du philanthrope. Et là, l'image change complètement. On a le communiqué de sa fondation pour l'événement Goalkeepers de septembre 2025. Le ton est grave. Oui, le constat est alarmant. La Fondation note une baisse de 21% de l'aide mondiale à la santé entre 2024 et 2025. C'est énorme. Face à ça, il lance un appel pour sauver des millions de vies d'enfants d'ici 2045. Et ils mettent l'argent sur la table. 912 millions de dollars sur 3 ans pour le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et la stratégie est très tech. Très tech, exactement. Tout misé sur l'innovation. Nouveaux vaccins, IA, c'est l'image d'une philanthropie moderne, efficace. C'est l'image officielle. Mais il y a un autre son de cloche, beaucoup plus critique, qui vient notamment d'un article du NOENIG belge, le CNCD. Et eux, ils décrivent la Fondation Gates comme un véritable empire humanitaire et financier. Un empire, la formule est forte. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des chiffres qui donnent le vertige. Déjà en 2014, la Fondation avait un budget de 37 milliards de dollars. Mais surtout, son influence est telle qu'elle est devenue le deuxième plus grand contributeur au budget de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le deuxième? Juste après les États-Unis. Un acteur privé est donc devenu aussi puissant, sinon plus, que la plupart des États dans la définition des politiques de santé mondiale. Et ça, forcément, ça pose question. L'article donne des exemples de cette influence sur le terrain? Oui, et ils sont assez troublants. Prenons le Botswana, un pays dévasté par le sida. La Fondation y a financé un énorme projet, le projet HACCP. Sur le papier, c'est un succès. 87% des séropositifs reçoivent un traitement. C'est un bon chiffre. C'est un très bon chiffre. Le problème, c'est que ce programme est tellement cher qu'il aspire la quasi-totalité du budget de la santé du pays. Il n'y a plus d'argent pour le reste. Et surtout, on se concentre sur le traitement en oubliant la prévention. La conclusion de l'article est terrible. La mortalité a reculé, mais pas la maladie. On soigne, mais on n'empêche pas. C'est exactement ça. Un autre exemple en Inde, le projet Avahan, géré par des consultants du cabinet McKinsey, avec des salaires Exorbitant. C'est-à-dire, le directeur du projet touchait 420 000 dollars par an. Après 7 ans et 338 millions de dollars dépensés, l'évaluation a montré des résultats à peine supérieurs à ceux des régions qui avaient beaucoup moins de moyens. Ça questionne l'efficacité de ce modèle très business appliqué à l'humanitaire? Tout à fait. Et au-delà, les critiques sont plus profondes. La première, c'est le conflit d'intérêts. La Fondation Gates détient des parts dans les plus grandes entreprises pharmaceutiques. Novartis, GlaxoSmithKline. Or, ce sont les entreprises dont elle promeut les produits dans ses programmes. Elle est juge et partie en quelque sorte.
On peut le voir comme ça. Mais la critique la plus virulente, elle vient d'une enquête du Los Angeles Times de 2007 sur les placements financiers de la fondation. Et qu'est-ce qu'elle a révélé? Des choses assez stupéfiantes. Par exemple, la fondation investissait massivement dans des compagnies pétrolières qui polluaient énormément au Nigeria, tout en finançant, dans la même région, des campagnes de vaccination contre des maladies respiratoires aggravées par cette pollution. C'est d'un cynisme absolu si c'est avéré. L'enquête a aussi montré des investissements dans des sociétés de crédit qui vendaient des subprimes, ces prêts qui ont ruiné des milliers de familles. C'est ce qui amène l'article du CNCD à cette formule choc qui résume tout: l'un console ce que l'autre a ruiné. C'est une phrase terrible. Mais elle résume bien la complexité du personnage. On a donc ce jeune programmeur obsessionnel, puis le chef d'entreprise qui navigue dans le chaos et qui domine le monde par un mélange de brutalité et de chance, Et enfin, ce philanthrope tout-puissant. qui déverse des milliards, mais dont les méthodes et les conflits d'intérêts posent de vraies questions. C'est ça. Ce que toutes ces sources nous montrent, c'est que la réalité de Bill Gates est infiniment plus désordonnée, plus complexe et plus ambiguë que les mythes. L'image du saint philanthrope ne tient pas plus que celle du génie machiavélique. La vérité est dans le chaos de ses contradictions. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question qui dépasse le seul cas de Bill Gates. Oui, la fortune qui alimente sa fondation, elle a été bâtie sur un système basé sur la création de monopoles et l'optimisation fiscale agressive. Un système qui, beaucoup d'économistes le disent, contribue à creuser les inégalités. Aujourd'hui, cette même fortune est utilisée pour tenter de réparer les dégâts. C'est le paradoxe. Voilà. Et la question que ces sources nous obligent à poser est la suivante. Ce modèle, le philanthropie-capitalisme, peut-il vraiment s'attaquer aux causes profondes des problèmes du monde? Ou est-ce qu'il ne fait, au final, que panser les plaies d'un système qu'il contribue, par ses propres investissements, à renforcer et à perpétuer? Tu n'es pas encore abonné? Il est l'heure, mon Seigneur. Instruis-toi.